Bar qui est là-haut. Donc voilà, j'ai le plaisir, l'honneur, Monsieur Drillon, d'animer, viens avec moi si tu veux, avec Sébastien, le projet intégré observation de l'environnement et du vivant. Je vous ai mis deux exemples, on y reviendra tout à l'heure. Deux exemples sur en fait les deux axes centraux du pays qui sont les capteurs et puis les systèmes de vectorisation, de déploiement de ces capteurs. Donc tout d'abord le rappel des objectifs du pays. Ça marche. Donc, c'est pour ça que ça ne marche pas. Ouais, bouge pas. Je crois que c'est la flèche qui est un mot là. Complètement à droite, ouais. Presque. F11. Allez, on essaye F11. Ah, c'est mieux là. C'est mieux? J'ai pas l'impression, mais. Appuyez sur OK. Yes. Bien, donc les objectifs du pays sont de développer de nouveaux moyens d'observation et d'analyse pour tout ce qui est la compréhension, le développement de méthodes de compréhension de l'environnement et du vivant au sens large. Alors le pays, il a été créé en 2011 et depuis, son paysage a énormément évolué. Les objectifs étaient de pouvoir observer l'environnement et le vivant à différentes échelles, à différents degrés, en allant du local au global, et puis dans différents milieux, ces milieux qui constituent notre environnement, donc aquatique, terre, air, voire même extraterrestre, parce qu'on a financé des actions sur, par exemple, des satellites, le sous-sol et l'espace. Et pour tout ça, pour pouvoir observer ces environnements, eh bien, on a besoin de capteurs, de systèmes de capteurs, de réseaux de capteurs, et puis on a besoin de capteurs qui puissent être mobiles, qui puissent être déployés dans tous ces environnements, qui puissent être autonomes et qui puissent naturellement nous faire remonter toute l'information qu'ils collecteront. Donc ça, c'était le projet, et c'est le projet ambitieux du pays, de pouvoir fédérer un petit peu toutes les actions sur Montpellier dans ces domaines. Depuis 2011, on a collaboré avec de nombreuses institutions du domaine. Alors quand je dis on, c'est MIPS, a collaboré avec de nombreuses institutions du domaine de l'environnement et du vivant. Alors la liste n'est pas exhaustive, mais on voit que on a des collaborations à la fois locales et puis nationales, voire internationales. Les actions financées cette année, on a eu une quinzaine de projets soumis, donc qui dénotent d'une bonne santé du pays. On a eu, mais ça c'est comme tous les axes et pays, on a dû avoir une forte sélectivité, non pas que les projets n'étaient pas de qualité, mais que on a quand même eu des réponses aux appels à projets qui étaient en nombre important, et donc il a fallu faire des choix, parfois pas faciles. Je vous en ai donné deux exemples qui dénotent, enfin nous vous en avons donné deux exemples qui dénotent à la fois d'actions nouvelles, comme le disait Lionel tout à l'heure, par exemple sur la collaboration avec le CEF dans le cadre d'un projet d'observation d'oiseaux dans l'Antarctique, où on va faire du biologine, enfin les acteurs vont faire du biologine et monitorer les œufs de ces oiseaux pour avoir des informations sur le comportement social des oiseaux. Et puis des actions qui sont parfois plus pérennes au sein du LABEX, bien que celles-ci soient dans la même philosophie que des actions financées précédemment, mais nouvelles, avec collaboration avec le CRIOB de Tahiti et à l'université de Berkeley sur le prélèvement de fragments de coraux. Alors tout ça, vous voyez qu'on a des capteurs. On a des besoins de déploiement de ces capteurs, ou en tout cas de miniaturisation, de transfert de données, et puis on a des besoins aussi de robotisation pour aller toucher ou impacter le moins possible les systèmes biologiques que l'on va étudier.
Au niveau de l'animation scientifique, l'année dernière, on avait débuté une réflexion sur les biologueurs et la fédération de la communauté sur cette thématique. Bon, on a vu à travers l'appel à projet qu'il y avait des actions qui avaient pu être mises en place ou qui commençaient à se structurer. Donc ça, c'est un élément de satisfaction. Et puis, le LabEx a cofinancé le salon de l'écologie qui a eu lieu il y a 15 jours maintenant, sur le campus de la faculté des sciences. En termes de formation, classiquement, je dirais, mais ça c'est une bonne chose, le pays participe au financement de stages de master dans les domaines, bien sûr, des sciences pour l'environnement et pour la santé. Donc ça, c'est, je dirais, c'est presque devenu un fond de roulement, même si le terme est pas forcément joli, mais c'est quelque chose qui est récurrent et qui prouve qu'on a de la diffusion, une action au sein envers les étudiants. Voilà. Alors, cette année a été aussi une année bilan et puis une année où on a pu se projeter. Et pour se projeter, on a commencé par faire un gros brainstorming avec un ensemble de collègues sur quelles étaient les compétences montpelliéraines sur la thématique des capteurs. Alors, on voit notre brainstorming, hein, on est bien montpelliérain, mais on a des capteurs, on a des vecteurs, on veut faire du déploiement, on a phosphoré un petit peu tout ça, et on est parti aussi du constat que les actions qui avaient été financées dans le projet intégré étaient des actions qui relevait plus d'un axe de recherche, d'un axe générique de recherche au sein du LabEx, et non pas qui était concentré sur un objet particulier, comme le voulait la philosophie initiale des pays. Donc, une des idées, et en tout cas c'est celle qu'on va défendre, est de transformer le pays en un axe générique de la future structure LabEx pour fédérer, toujours le même objectif, hein, mais dans le domaine des capteurs, des réseaux de capteurs et des smart systems, de manière à obtenir des données à multi-échelle sur les systèmes de l'environnement et du vivant. L'idée, c'est de pouvoir être non pas un peu déconnecté de l'environnement et du vivant, mais de pouvoir fédérer des recherches qui sont un peu plus en amont, un peu plus axées cœur de compétences à viser, cœur de compétences MIPS, à viser environnement et vivant. Bien, donc ça permettra normalement d'élargir le spectre d'applications, qui est déjà extrêmement large au sein du pays, et surtout d'accueillir des collègues sur des études peut-être un peu plus fondamentales, non pas décorrélées, encore je le répète, de l'environnement et du vivant, mais un peu plus en amont. Dans le domaine médical, on a des collaborations avec les laboratoires de biologie pour des études qui sont multi-échelles, donc allant de la cellule au système macroscopique. Et puis, dans le domaine environnemental, on veut aussi pouvoir élargir ces applications en prenant en compte en particulier les contraintes fortes imposées par les milieux dans lesquels on va déployer les capteurs et les vecteurs. Donc, milieu sous-marin. Qui dit milieu sous-marin dit potentiellement des courants, de la turbidité, de la pression, des gammes de température qui peuvent être importantes. On peut être dans des échelles réduites, donc on va avoir besoin de miniaturisation. Et puis on peut être dans des milieux qui sont par exemple ici radiatifs. Voilà, donc l'objectif futur du LabEx, c'est de déployer de nouvelles modalités de mesure pour avoir une étude multimodale avec de la randonnance et des complémentarités de paramètres physiques. Et c'est aussi de renforcer les liens qui existent au sein du LabEx NUMEV et sur lesquels, là j'avoue humblement, on n'a peut-être pas réussi à faire complètement le travail. Les liens entre l'axe capteur, vecteur, et puis les axes système, modèle, mesure, où on a normalement, si on veut faire des mesures pour déployer des systèmes modèles, eh bien on va avoir besoin de capteurs qui
vont nous fournir ces mesures. Et puis, donc ça, c'est l'amont, je dirais. Et puis l'aval, sans que ce soit aucunement péjoratif, hein, c'est juste ma vision de la chaîne d'acquisition, c'est tout le traitement de la donnée. Et là aujourd'hui, le brainstorming qu'on a développé cette année, en fait, a fait remonter que on n'avait pas de lien avec, ou très peu de lien avec l'axe données, ce qui était dommage parce qu'on avait tous, tous ceux qui font du capteur et du vecteur, ont besoin de développer du traitement de données. Et on sait qu'il y a des outils qui sont extrêmement puissants dans ce domaine-là, qui aujourd'hui sont pas connectés avec le pays. Donc l'idée, c'est de mettre à disposition les données, une espèce de plateforme de données Montpellier-Rennes sur lesquelles on puisse tous échanger pour qu'on puisse créer des liens encore plus forts au sein même de la communauté MIF cette fois-ci. Voilà, j'en ai fini. Sébastien, est-ce que tu veux rajouter un mot? Sinon, on va passer la parole à notre exposé scientifique, Eric Nativel, sur l'étude du stress hydrique in situ du sorgho. Merci. Pendant que Eric s'installe, si vous avez des questions par rapport à ce qu'a présenté Emmanuel, n'hésitez pas. C'était clair? Juste que je sorte de ça. On ne va pas vous mettre en stress hydrique quand même. Hein. C'est ça? Non. Je suis presque là. Non, c'est raté. Oui, c'est ça, c'est du PDF normalement. Bonjour, donc je remercie l'ABEX NUEF déjà de me donner l'opportunité de présenter ce travail. Ce travail, donc, il a été cofinancé, donc c'est un mariage en fait entre la physique, l'électronique et puis l'agro. Ici, donc, on retrouve tous les intervenants, enfin tous les laboratoires et plateformes et intervenants qui ont participé de loin ou de près sur ce projet. Et donc c'est une présentation en fait qui est largement inspirée en fait des travaux de thèse qui ont été présentés il y a moins d'un mois maintenant. Donc ça y est, elle est doctorant. Et ce travail de thèse a été notamment financé aussi, enfin cofinancé par l'ABEX NUMEV et l'ABEX Agro. Donc on va parler justement de l'étude du stress hydrique du sorgho et du nouveau dispositif que l'on a mis en place pour répondre à cette problématique. Donc le contexte de l'étude ici, donc ça s'insère dans le contexte de changement climatique. Ici où on a un réchauffement qui est quand même global, donc il faut qu'on se pose des questions sur l'adaptabilité en fait des espèces de plantes au changement climatique, donc de chercher un peu les meilleurs génotypes qui s'adapteront au mieux à ces changements qui sont là maintenant. De regarder aussi, de s'inscrire aussi dans un esprit de développement durable, donc de voir un petit peu, justement, de choisir, de voir un peu les différentes espèces qui sont disponibles, et voire même chercher des nouvelles espèces qui répondront au mieux au stress soit climatique, donc des contraintes plutôt abiotiques, et des stress soit microbiologiques ou chimiques, donc les stress plutôt biotiques à ce niveau-là. Les mots-clés qui nous ont un petit peu été soumis par les agronomes, c'est pour cette étude-là, donc c'est le suivi de l'eau, donc l'état de l'eau
dans la plante et le flux de sève dans cette plante qui donne un indicateur, si vous voulez, de la santé, de l'adaptabilité de la plante à son milieu. Donc un indicateur à ce niveau-là. Ce projet était inscrit dans 2 consortiums ici. Donc un, c'est Aplim, donc le directeur un des porteurs du projet est ici, et BFF, donc Biomass for the Future, qui a proposé de regarder d'un petit peu plus près la valorisation d'une plante qui est le sorgho, qui posséderait justement une forte valeur ajoutée dans l'utilisation de sa biomasse. Donc le sorgho peut être utilisé dans différentes utilisations. La première auquel on pense, donc c'est pour l'alimentation, mais elle existe aussi dans d'autres types d'utilisation, comme de la peinture, par exemple, avec certaines espèces qui sont utilisées pour la teinture, de la fabrication de matériaux pour la construction, notamment. Donc voilà, donc toutes ces utilisations donc peuvent apporter justement une plus-value sur cette plante qui a un fort intérêt justement, et on commence à s'y intéresser du fait que cette plante, elle a aussi un intérêt, c'est qu'elle pousse sur des sols qui sont plus pauvres en eau que les autres céréales que l'on a l'habitude de voir. D'où l'idée justement de travailler sur ce type de plantes. On a recensé ici, donc c'est pas forcément exhaustif, mais c'est quasiment toutes les mesures que l'on a pour le suivi de l'eau dans cette plante, enfin dans les plantes. Donc on a des techniques ici plutôt invasives, voire destructives de la plante. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait la mesure, la plante elle est plus utilisable. Hein. On l'a découpée, on l'a triturée d'un peu dans tous les sens. Donc la chambre à pression ici, donc ce sont des méthodes qui permettent justement d'injecter une certaine pression dans la tige et de récupérer toute l'eau et de mesurer justement toute l'eau qui s'y trouve. Les mesures ici d'évaporation de l'eau par les psychromètres, c'est simplement en fait psychromètre, c'est un terme assez compliqué, mais c'est globalement un hygromètre. Les mesures ici indirectes, ici de l'absorption de l'eau et puis de la santé un peu de la plante, c'est la mesure de la largeur du tronc par exemple ici. Donc ce sont des méthodes de mesure assez classiques qu'on trouve aussi. Et une mesure aussi indirecte, c'est la mesure par thermographie, donc des caméras infrarouges qui mesurent la température à la surface des plantes, qui relie justement à la quantité d'eau qui est injectée et qui est présent justement sur la surface de ces plantes. Associé à ça, donc on trouve aussi des méthodes non invasives et peut-être un peu plus directes, mais ici, qui a été proposé par un des pionniers dans ce domaine, donc c'est Monsieur Vernas, le professeur Vernas, à Wageningen, donc qui proposait justement d'utiliser l'IRM, donc la résonance magnétique, l'imagerie par résonance magnétique ici, pour étudier justement les flux d'eau à l'intérieur de la plante et l'état hydrique de cette plante ici. Donc toutes les études ici dont il est pionnier datent d'un petit peu de 84 et puis jusqu'à 2014. Donc tout un tas de dispositifs ont été développés ici, notamment par des Allemands, de Wind, et plus proche de nous, ici des outils qui sont transportables. On verra la différence avec portable tout à l'heure. C'est un peu l'outil que l'on propose. Ici, développé par des gens de Rennes, une équipe de Rennes, donc MUS, qui, elles, ont proposé justement de transporter l'ARMN dans les champs, au plus proche des champs. Toutes ces méthodes-là, en fait, sont des méthodes qui amènent la plante vers l'IRM. D'accord ? Nous, donc, on veut s'inscrire, nous, dans ce domaine-là, c'est plutôt dans l'inverse, c'est-à-dire qu'on va amener l'ARMN vers la plante. C'est un petit peu différent, notamment dans ces mesures-là. Donc, pour faire ces mesures-là, donc on a amené des plants de tomates, des plants dans l'IRM. Donc, on est venu dans le laboratoire. Ici, donc, on a changé un petit peu la donne, où on a amené le laboratoire vers la plante, mais par contre, on est quand même obligé de sortir la plante de son milieu du champ, de le rentrer, voire même de détruire une partie de la plante pour pouvoir faire les mesures.
Donc ça ne correspond pas forcément en fait à l'idée qu'on se faisait justement de cette mesure in situ pour suivre et monitorer l'état de l'eau dans la plante et les flux de l'eau là-dedans. Donc on proposait donc nous de répondre à cette problématique ici, de proposer un outil toujours basé sur la RMN, puisque c'est un peu notre spécialité sur la plateforme Bionano, pour suivre, mais cette fois-ci vraiment in situ, au plus proche de la plante. Donc, comme je vous disais, d'amener l'appareil au plus proche de l'objet d'étude de la plante. Donc l'objectif qu'on s'est fixé, en fait, il vient tout simplement d'un dialogue ici qui s'est instauré entre les physiologistes de la plante et tous les physiciens, électroniciens qui se sont penchés sur le problème. Et ce dialogue ici nous a permis déjà de comprendre la problématique et de parler un peu le même langage, de s'approprier le langage qu'ils ont, et puis nous aussi, on va interagir en mettant à un niveau nos vocabulaires. Et puis ça nous a permis justement à partir de ce qu'ils recherchent ici, à regarder, à mesurer, pour relier ça à la santé de la plante, à essayer d'extraire justement au niveau de la physique et de l'instrumentation toute une série de paramètres qui vont constituer notre cahier des charges pour développer cet instrument qui va répondre au mieux aux problématiques des agronomes. Donc on a proposé justement la réalisation d'un appareil basé sur la RMN qui serait portable et pas transportable. Enfin, donc elle sera plus que transportable puisqu'elle sera portable. On la met vraiment au plus proche de l'objet d'étude. On va appliquer le concept ici sur les champs de sorgho pour valider justement ces mesures et remonter les informations potentiellement intéressantes justement pour ces agronomes. Donc je vais vous raconter un petit peu tout ça. Donc vous allez voir que, à mon sens, c'est une belle histoire et que j'espère qu'elle va continuer. Donc on va commencer justement par voir un petit peu le développement, toute la mise en place de cet instrument en fonction des cahiers des charges qui nous a été proposé. Alors avant d'aller un petit peu plus loin, rapidement pour vous rappeler qu'est-ce que c'est que la résonance magnétique nucléaire. Donc on a les spins de la matière ici qui sont totalement désorganisés. On les réorganise ici sous un champ magnétique statique qu'on appelle B0. Donc ça génère génère ici un alignement autour de B0 ici. Donc ça représente un certain état d'équilibre sous ce champ magnétique statique. À partir de cet état d'équilibre, on vient perturber cet état d'équilibre établi par un champ ici radiofréquence qui est à la même fréquence que la précession des spins ici, de manière transverse ici. Donc ça vient aligner et synchroniser tous les spins dans le plan transverse. Et à la fin de l'application de cette impulsion ici électromagnétique, on vient mesurer l'aimantation dans ce plan transverse de ce retour à l'équilibre autour de B0 ici. Et ce retour à l'équilibre de l'aimantation va nous générer donc un champ magnétique qu'on va détecter principalement par un phénomène d'induction, donc principalement des bobines qui vont nous permettre de récupérer ce signal RMN. Donc là, globalement, schématiquement, sans entrer dans les détails de la physique, voilà un petit peu en 3 étapes comment on fait pour faire de la RMN. Donc l'outil que l'on se propose de fabriquer, voici le synoptique. C'est un outil en fait où on va travailler sur différents points, puisque c'est quelque chose dont la physique existe mais qui n'existe pas en tant que tel. On va retravailler ici un élément assez important, donc c'est ce qu'on appelle l'aimant qui va générer le champ magnétique statique que je vous ai parlé tout à l'heure, donc qui va polariser les spins. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé. Ensuite, le deuxième élément qui intéresse les RMN, donc c'est la sonde qui va à la fois
perturber l'état d'équilibre sous le champ magnétique B0. Et à la fois, cette antenne-là, elle va nous servir aussi à récolter le signal RMN. Donc là-dessus, on a aussi un travail qui a été réalisé. On verra aussi que sur la partie électronique et traitement du signal derrière, donc on a aussi retravaillé et proposé un changement de paradigme par rapport à ce qui se fait classiquement. Et évidemment, tout ça devant être portable, donc il faudra aussi gérer l'autonomie, le fonctionnement en autonomie de ce type d'outils, et donc de travailler aussi sur la partie énergétique, le traitement énergétique de ce dispositif. Les mots-clés qui nous ont servi à développer ce type de dispositif, c'est la réalisation d'un champ magnétique statique le plus homogène possible, afin que tous les spins soient polarisés de la même façon. Le poids, ce qui nous a vraiment guidés justement dans notre développement. L'accessibilité, c'est-à-dire fabriquer un système qui est plutôt ouvert pour qu'on puisse mettre l'échantillon à l'intérieur, d'accord, donc la plante. Donc ça aussi, ça a impacté justement sur la géométrie ici, qui nous a guidé justement sur le développement de ce type de sonde ici. Là. Évidemment, puisqu'on va le mettre dans les champs, on n'aura pas une centrale à côté, donc on n'aura pas de source électrique à côté. Donc il faudra aussi gérer tout ce qui est la consommation de puissance, donc avoir un impact au niveau de la consommation de puissance la plus faible possible. Et aussi, ce qui nous a vraiment aussi guidé, c'est d'avoir ce dispositif. On vient observer la plante dans son environnement naturel, donc il faut qu'elle ait le minimum d'impact sur la vie de celle-ci. D'accord, tant en termes de chaleur apportée, on verra les dissipations thermiques de l'appareil, mais aussi l'environnement ici. Il ne faut pas que ça perturbe justement tous les éléments qui viendraient, des éléments extérieurs qui participent à la vie de la plante, notamment la lumière, l'hygrométrie, toutes ces choses-là. Donc ça a joué en fait sur tous ces paramètres-là pour nous donner justement l'outil qui nous semble être intéressant pour les agronomes. Si on regarde la première partie, donc tout à l'heure je vous ai dit qu'on a travaillé sur le champ magnétique statique. Donc le premier choix ici a été de choisir justement la technologie, la méthodologie justement de génération de ces champs magnétiques. Donc si on regarde un petit peu ce qui se fait un petit peu partout dans la littérature, on voit qu'en fait, on a 4 types de champs, de techniques pour réaliser ces champs magnétiques statiques. Donc, on a les aimants supraconducteurs. Donc, c'est ce que vous avez classiquement quand vous allez passer l'IRM à l'hôpital. Donc, c'est les aimants supraconducteurs. L'avantage, c'est que ce type d'aimant, en fait, on peut générer des champs qui sont très élevés. Par contre, le désavantage, c'est que quand même, c'est assez lourd. Donc, ce sont des machines qui pèsent parfois plusieurs tonnes. Et puis, vous avez aussi toute la cryogénie, puisque vous avez des éléments supraconducteurs. Il faut le descendre très bas en température. Donc, il faut gérer en fait toute cette logistique qu'il y a à côté. Donc, qui demande quand même beaucoup d'investissement, et ce qui explique pourquoi ces appareils sont très chers et très difficiles à manipuler. On peut trouver d'autres types de technologies, de techniques pour générer ces champs magnétiques statiques. Donc vous avez les électroaimants. Donc là, vous avez un exemple ici. Donc c'est un électroaimant ici qui permet de balayer entre 0 et... alors ça, c'était 2 Tesla, si j'ai bon souvenir. Voilà, donc en fait, on fait balancer un courant là-dedans et puis on refroidit avec de l'eau les bobines. Et donc ça permet de générer entre les 2 flasques qui sont là un champ magnétique qui est homogène ici. Donc ce sont des choses qui sont assez classiques, mais par contre, ça veut dire que c'est quand même consommateur d'énergie. D'accord. Et puis c'est lourd, parce qu'un appareil comme ça, c'était aux alentours de 400 kg quand même, donc c'est pas non plus rien. Donc ça veut dire que pour le transporter, c'est quand même pas simple. Même dans le sac à dos, ça va être difficile. On s'est focalisé, on s'est dit, on va regarder aussi qu'est-ce qui se passe au niveau de 2 autres techniques ici. Les aimants permanents, ce qui semblait être une bonne idée aussi intéressante, puisque l'intérêt ici des aimants permanents, c'est qu'il y a 0 énergie à apporter,
puisqu'en fait ces aimants, de fait, ils apportent leur propre champ magnétique. Et par contre, il s'avère qu'en fait ces aimants permanents, ils ont un gros défaut, notamment ceux à base de NB là, enfin de molybdène là, de néodyme, pardon. Ils ont un problème, c'est la stabilité en température. Donc ils shiftent, ils driftent en fonction de la température. Donc il faut gérer un petit peu ce problème. Par contre, l'avantage, c'est que on a vraiment un coût qui est quand même maintenant assez ridiculement faible, puisqu'on peut les trouver assez facilement. On peut résoudre les problèmes d'accessibilité pour la plante, pour insérer ça au centre du champ magnétique. Et par contre, on n'a pas forcément les mêmes champs, les mêmes amplitudes de champ magnétique que les aimants superconducteurs ou les autres. Du coup, notre première approche, vu la difficulté de gérer ces histoires de température, ici, donc on a préféré donc partir sur ici une structure à base d'aimants permanents résistifs. Du coup, ça veut dire qu'en fait, on n'aura pas forcément une intensité de champ magnétique super élevée comme les autres. Par contre, on est plutôt stable en température. On peut s'assurer de la portabilité, de l'accessibilité. La fabrication ici, elle est plutôt bonne, elle est plutôt assez facile à faire. Et donc en fait, au vu de tous ces petits points ici qui nous semblaient être intéressants pour démarrer l'étude, il nous semble plutôt intéressant de partir sur ce type de structure que l'on retrouve ici, d'autant plus que il y a eu un travail ici pionnier dans ce domaine de H4, c'est l'équipe de Grenoble ici qui a travaillé et qui proposait justement des structures de RMN basées sur des bobines de Helmholtz, tout simplement. Alors, à partir de là, on a regardé un petit peu là-dessus, on s'est aperçu que l'homogénéité qui était réalisée là-dessus n'était pas satisfaisante. Si on se focalise que sur des bobines d'Helmholtz, on est plutôt à 1 millième. Donc ça veut dire que c'est l'ordre de 1000 ou un peu plus de 1000 ppm, partie par million, ce qui est quand même assez loin des manips que l'on fait en RMN assez classique. Donc ça veut dire qu'il faut essayer d'améliorer l'homogénéité ici de ce champ magnétique pour sortir de l'information, pour sortir un signal RMN qui va nous intéresser, qui va nous permettre de mener les études qui nous intéressent. Alors on s'est pensé, donc on est parti justement sur ces structures résistives et on a commencé à réfléchir justement sur comment on va générer le champ magnétique le plus homogène possible afin que tous les spins répondent de la même façon, soient polarisés exactement pareil, et donc qui tournent à la même vitesse, donc qui précessent tous à la même vitesse. Et donc ça permettra d'avoir une cohérence un peu plus grande sur les signaux que l'on récupère au niveau de la RMN. Donc on a commencé à regarder la littérature, et on est tombé justement sur des solutions que proposait Monsieur Bollinger. Et en analysant ces solutions, en fait, on s'aperçoit que c'est pas forcément non plus satisfaisant. Hein. Donc, on est parti sur des bobines d'Helmholtz, c'était pas satisfaisant. On a regardé un petit peu plus loin, on est allé sur des structures de Bollinger. Donc, on a 2 bobines ici. Là, c'est une structure à 4 bobines. Là, une structure à 6 bobines. En fait, l'idéal, ça aurait été d'avoir un courant ici qui est distribué selon une sphère. Donc ça, c'est la littérature qui nous le dit, les mathématiques, enfin la physique plutôt, nous dit qu'en fait, pour avoir le meilleur champ, la meilleure homogénéité de champ magnétique, il faudrait avoir une distribution ici du courant qui est sinusoïdale selon le placement sur une sphère ici, pour avoir en fait le meilleur champ électromagnétique, chose qu'on ne peut pas vraiment faire dans la nature, enfin en vrai. Donc du coup on s'approche en rajoutant des bobines ici sur justement cette sphère qui est symbolisée ici par ce cercle-là. Donc Bollinger propose une solution qui est tout simplement en fait de séparer les bobines par un écart qui est équivalent, qui est par des écarts ici qui sont égaux. Calculer l'appui. Sauf qu'en reprenant ces calculs, on s'aperçoit qu'en fait, cette homogénéité n'est pas forcément super satisfaisante. Donc on est allé un petit peu plus loin, et en fait, en regardant justement cet état de fait de dire que justement ce courant doit être réparti de façon sinusoïdale, et en couplant ce qu'on sait par exemple sur l'électrotechnique, du monde de l'électrotechnique dans les moteurs par exemple, on s'est dit tiens, si on appliquait la méthode de la suppression des harmoniques spatiaux, donc en fait on va essayer de répartir ici les bobines qui sont alimentées par le même courant,
1. Donc on a une bobine ici, donc le courant il passe comme ça, il ressort. Donc ici, on va essayer de répartir justement ces bobines ici pour essayer d'avoir le meilleur champ, la meilleure homogénéité de champ magnétique dans ce sens-là. Et en fait, il s'avère que si on applique cette méthode, donc on va essayer d'annuler en fait les harmoniques de rang supérieur ici pour déterminer en fait les angles ici qui nous permettront de placer les bobines au mieux pour avoir le meilleur champ magnétique. Donc c'est une méthode qu'on a proposée, hein, donc, qui a été issue justement de ces réflexions. Et on s'aperçoit que justement la mise en place de cette technique nous a permis, si vous regardez ici, la méthode qu'on appelle maintenant SHS, qui a été développée sur la plateforme, je vous le rappelle. Donc ici, montre ici que avec le même nombre de bobines, en espaçant justement ces bobines avec un certain angle, on arrive à augmenter l'homogénéité sur une zone l'homogénéité de champ magnétique sur une zone qui est un peu plus grande. Donc, on voit ici qu'à 2 bobines, donc quatre brins ici, donc avec 2 bobines, on arrive à avoir un rapport ici qui est passant de 10 à 33. Et on arrive, par exemple, quand on passe à 6 bobines, on arrive avec une homogénéité qui est sur 61% du volume. Donc, ça veut dire qu'on arrive vraiment à avoir une belle homogénéité là-dessus. Donc là, j'ai pris ici sur une homogénéité à 1%, mais on peut imaginer, parce que c'est la limite de mesure de mon outil de simulation, d'accord. Donc, mais en fait, il faudrait aller avoir un petit peu plus ici pour vraiment faire de la RMN. Mais on peut estimer que si on a une homogénéité de 1% sur 61, ça veut dire que l'homogénéité qui est plus basse ici, elle est sur un volume qui est un peu plus grand à chaque fois aussi que dans ce cas-là. Donc ici, on a augmenté l'homogénéité justement de champ magnétique, mais qu'en est-il en fait puisqu'on injecte ici un courant dans des bobines, donc qu'en est-il en fait de l'élévation de température qui est générée? Donc je vous rappelle qu'on va y mettre une plante à l'intérieur, d'accord? Donc il faut qu'il y ait le minimum d'impact là-dessus. Donc si on commençait donc on a fabriqué le premier prototype ici de SHS4 avec une température ambiante de 20 degrés, les bobines, les courants qui ont été intégrés dans ces bobines-là pour générer le champ magnétique qui nous intéressait, ici nous a permis de mesurer en fait une élévation de température de 50 degrés sur les bobines, ce qui fait que ici à l'intérieur, entre les 2 bobines ici, on va mettre la plante, on voit une élévation qui monte à 32 degrés, ce qui nous semble être quand même assez rédhibitoire pour essayer de mettre une plante. Donc ça veut dire qu'on va commencer déjà, nous, la stresser déjà au niveau de la température, donc ça va pas du tout. Donc on va un petit peu plus loin. Donc on propose des modèles ici qu'on appelle la méthode étendue de SHS. Ici, on va non plus chercher à savoir quels sont les paramètres d'angle pour placer les bobines, mais on va aussi modifier les courants dans chacune des bobines ici pour donner le même champ magnétique. Donc en fait, on a des systèmes d'équations à 2 inconnus ici qui vont nous permettre justement d'obtenir justement une élévation. 3 minutes? Ah oui, d'accord. D'accord. Donc je vais aller un peu plus vite, je vais passer d'autres choses. Et donc en fait, juste pour vous présenter qu'ici, donc on est arrivé sur le champ magnétique ici, qui est un peu meilleur. Donc on a une augmentation de l'homogénéité ici qui nous permet d'avoir une bien meilleure homogénéité, donc avoir des champs qui sont générés équivalents, mais par contre une élévation ici qui est plutôt de l'ordre de 6 degrés, ce qui nous semble être quand même un peu mieux que les 12 de tout à l'heure. D'accord. Donc on peut estimer ici qu'en plein soleil, on a vraiment une petite élévation de 6 degrés, donc ça rentre dans les conditions de mesure classiques. Oups. Donc juste pour vous dire qu'ici on est parti aussi, on a beaucoup réfléchi sur la bobine B1, donc la sonde qui va nous permettre de mesurer le signal RMN qui va perturber aussi l'état d'équilibre sous le champ magnétique statique des spins. Donc ici on a proposé parmi toutes les solutions qui existent dans la littérature, donc pour des soucis d'accessibilité et pour pouvoir placer la plante. Donc on voit ici que les bobines ici nous permettent une ouverture centrale ici pour pouvoir y insérer la plante. Donc ça c'est vraiment une structure qui
qui nous a servi et qui était assez simple à mettre en œuvre. Donc à partir de modèles électrocinétiques ici, on a réussi donc justement à designer et à mettre en œuvre ce genre d'antenne. Et à côté de ça, pour aller un peu plus loin sur la méthode SHS justement, donc on a aussi décliné la méthode SHS sur ces types de bobines ici qui vont perturber et récupérer le signal RMN. Donc voici un exemple réalisé ici qui est en cours de test sur ce dispositif de RMN portable. Donc voici un exemple de structure imprimée en 3D qu'on a réalisé sur la plateforme. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, on a proposé justement un changement de paradigme au niveau du traitement du signal au niveau de l'électronique qui était communément admis, si je puis dire, dans le monde de la RMN. C'est-à-dire qu'en fait, on avait un système RF et toute la chaîne d'acquisition était dit en standard 50 ohms, puisqu'on était en RF, donc tout était câblé avec une impédance de 50 ohms. Et en fait, en analysant justement les principes de résonance de ces antennes, on se dit mais pourquoi en fait on va rester sur ces impédances qui sont plutôt basse impédance, en fait 50 ohms, alors que les résonances sont plutôt haute impédance. Et donc ici, on a proposé donc des structures qui nous proposent ici de s'affranchir de tous ces problèmes d'adaptation et d'accord et adaptation ici, qui nous permettent d'adapter l'impédance de l'antenne vers le système 50 ohms derrière, et de proposer directement l'amplification avec une impédance ici qui, elle, est plutôt haute impédance, d'accord, puisqu'on est plutôt sur la partie résonante de l'antenne. Et on s'aperçoit qu'effectivement, on a un gain ici au niveau du signal qui est récupéré, qui est beaucoup plus important que dans le système classique, notamment en basse fréquence, où on a vraiment des problèmes si on reste dans la méthodologie classique. Donc ça veut dire que toute l'électronique derrière a été développée dans ce sens. À partir de tous ces éléments, de toutes ces contraintes, de toutes ces réflexions, ça nous a permis de mettre en place justement la RMN. Donc on le voit pas super bien ici, mais on le devine à ce niveau-là, d'accord. Et donc en fait c'est quelque chose qui maintenant fait quoi, une dizaine de kilos, bobine comprise. Donc c'est ce qui pèse le plus lourd, avec l'électronique qui est mis à l'intérieur du petit chariot roulant ici. Et on commence à faire les mesures ici sur la plante in situ dans les champs, d'accord. Et donc ici on commence à regarder justement les paramètres, enfin les caractéristiques de ce type d'appareil. Et donc on a vraiment ici, on est vraiment en dessous du millier de ppm. Donc on commence à pouvoir extraire justement de l'information RMN intéressante. Alors, hop. Oups. Voilà. Donc je vais vous montrer ici un petit peu ce qu'on a obtenu sur le sorgho. Alors ça c'est en serre, c'est ça, Raima? C'est en serre là. C'est en serre. Donc je voulais juste avoir confirmation. Donc c'est des travaux qu'on a menés en serre. Alors donc on a regardé ici, et je terminerai là-dessus. Donc on regarde ici en fait plusieurs choses. On a des approches multimodales. Je rebondis sur ce qu'avait dit Emmanuel tout à l'heure. Donc on va mesurer ici la perte en eau via une méthode ici qu'on appelle FTSW de deux génotypes différents qui sont vraiment très différents au niveau du comportement. Donc c'est un sorgho, un génotype de sorgho, un autre génotype de sorgho. Ici c'est sorgho biomasse, ici on appelle SSM. Ils ont des comportements vraiment différents sous les conditions de stress hydrique. Et en fait, ce qui est intéressant à voir là-dessus, c'est que on regarde, donc on part ici d'un état où le sorgho il est alimenté en eau classiquement, et on le laisse ici sans eau pendant plusieurs jours, et on regarde en fait l'évolution de ce sorgho. Donc on regarde ici la perte en eau par des méthodes qui sont éprouvées et classiquement utilisées
par les agronomes. Donc déjà, dans un premier temps, donc les méthodes classiques ici qu'on appelle FTSW ici sur le premier sorgho et sur le deuxième sorgho. Si on regarde le perte de poids à 50%, ici on voit que pour le premier sorgho, en fait, on a vraiment, au bout de 2 jours ici, on a déjà la perte de la moitié de son poids, alors que déjà ici, sur le deuxième sorgho, dans les mêmes conditions de travail, on attend plutôt aux alentours de 5 ou 6 jours. Donc ça veut dire déjà qu'on a une différence essentielle entre les deux types de génotypes. Et on a voulu coupler ça avec des mesures d'RMN, donc ce sont les petits triangles qui sont ici, d'accord. Et donc on voit aussi que la mesure que l'on peut faire ici de suivi de l'eau par la méthode justement du dispositif portable que je vous ai montré tout à l'heure, montre qu'on a aussi la même tendance, d'accord, que ce soit avec le sorgho de type BM et ici, qu'on regarde ici, la même tendance que l'on retrouve ici sur la perte en eau, ici avec le génotype de type SSM. On a couplé ça aussi avec une autre type de mesure, ici avec des échanges gazeux au niveau des feuilles de sorgho, et on retrouve aussi un peu les mêmes tendances. Alors la difficulté ici, c'est pour la mesurer ici lorsque le sorgho commence à être très sec, très difficile à mesurer. Donc vraiment là, ce qui nous intéresse, c'est de montrer qu'ici, déjà, on a validé un certain fonctionnement qui intéresse les agronomes. Donc ça, je vais laisser passer. Oups. Qui intéresse les agronomes, donc tant dans la preuve de concept de l'instrumentation sur le terrain, et donc on a encore plein d'autres choses. On a développé des méthodes originales et innovantes dans la génération de champs magnétiques pour la collection du signal. On a encore beaucoup de travail, et donc en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un mariage qui a commencé, qui mérite qu'on continue là-dessus, et qui continue encore. Et donc il y a encore beaucoup de travail, notamment sur les études de flux d'eau. Je vous ai pas montré, mais il y a encore pas mal de choses qui ont été développées et qui vont continuer là-dessus, sur le flux d'eau dans la plante. Donc ça intéresse beaucoup les agronomes. Donc il y a encore beaucoup de développement, beaucoup de travail là-dessus, et surtout de continuer aussi les échanges entre les physiciens et les écologistes, les physiologistes de la plante. Je voudrais remercier encore une fois tous les collaborateurs ici qui ont participé de près ou de loin à ce travail, et aussi la doctorante qui a fait un énorme travail là-dessus. Et merci encore au LabEx qui nous a permis justement de mener ce travail aussi. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup, Eric. Alors, on a un peu de là du temps. Est-ce qu'il y a une petite question et puis ensuite, vous pouvez questionner Eric plus tard pendant la pause. Bon, alors, moi j'avais une petite remarque. En fait, on a financé des projets aussi justement pour l'étude des flux de sève ou de l'eau dans les plantes. Donc il y a des véritables modèles mathématiques qui sont développés au sein d'Inumev. Est-ce que vous avez contacté un peu les gens? Peut-être que ça serait l'occasion en fait de discuter avec eux. Oui. Parce qu'il y a véritablement des challenges aussi en termes de modélisation. Donc voilà. Alors pour répondre à la première partie de la question, non, à ma connaissance, on n'a pas eu de contact, sauf si Christophe. Un petit peu, ouais, c'est ça. On faut pas être timide. On est vraiment resté en fait sur des choses ici plutôt instrumentales pour l'instant, pour essayer de valider des choses, pour essayer de voir si on était capable de mesurer des flux d'eau. Donc on a développé des séquences, on a fait des mesures sur le 9.4 qu'on a sur la plateforme, et on est en train d'adapter justement ces méthodes de mesure sur les RMN portables. Et c'est vrai que là, effectivement, il faudrait peut-être qu'on contacte un petit peu ces gens et qu'on reboucle la boucle et voir un petit peu si les modèles... Les champs magnétiques et la résolution que vous avez ici, c'est combien? Alors là, c'est quand même énorme, parce que là, on a du 20 microns par 20 microns. Oui. C'est le 9.4 Tesla. Hein. Alors, attention, ça c'est de l'imagerie, donc en fait, l'imagerie, on ne peut le faire qu'avec le 9.4 Tesla. Oui, voilà. Sur les RMN portables, pour l'instant, il n'y a pas d'imagerie. Hein. Oui, et c'est pas encore dans les tuyaux. Et vous arrivez à quel champ magnétique? Dans les champs, on est à 8 millitesla. D'accord. Donc c'est 1000 fois moins.
Donc ça veut dire que le rapport signal à bruit est 10 000 fois moins aussi. D'accord. Du coup, voilà, on compense. C'est pour ça qu'on fait tout un tas d'optimisations. On réfléchit sur des changements de paradigme, sur des nouvelles façons en fait d'améliorer le système, d'améliorer à la fois le champ magnétique, la collecte et le basculement des spins pour que tout concorde dans le même sens. Bien sûr. Voilà. Merci. J'avais une question. En quoi vous êtes spécifique à la plante ou pas du tout la question qui est un peu derrière, c'est il y a un gros enjeu, par exemple dans la région pour la vigne. Oui. Voilà. Oui. En fait, on a des relations avec la vigne. Donc, on fait aussi des études sur la vigne. Alors, pas forcément avec la RMN portable pour l'instant, je vous l'accorde. Mais par contre, on a d'autres recherches qui se font au laboratoire sur la plateforme avec la vigne. Donc, on utilise le 9.4 Tesla et éventuellement le 3 Tesla qui est arrivé dernièrement. Et la spécificité qu'on apporte sur une plante va être l'adaptation en fait de la géométrie de la plante. C'est-à-dire qu'en fait, on va générer le champ magnétique. Bon, à la rigueur, ça, on va fixer une certaine ouverture qui nous permettent de mettre la plante à l'intérieur. Donc ça, une fois qu'on l'a designé, on peut y mettre pas mal de plantes, donc de tailles différentes, de formes un peu différentes. Par contre, au niveau de la sonde B1, il nous est apparu essentiel en fait d'adapter au mieux la morphologie de la sonde à la plante. Donc en termes de taille, en termes de morphologie, si c'est un fruit, ça va pas tout à fait la même chose. Si c'est une feuille, ça va pas tout à fait le même type de structure de B1, etc., etc. Donc en fait, on va s'adapter en fait à l'objet d'étude que vous allez nous apporter. Donc on a un savoir-faire sur la plateforme qui fait partie de ça. Je m'excuse, mais il faut qu'on continue. Merci beaucoup, Eric, pour cette présentation.